Fred Savard avec vous pour ce 28e épisode de la balado. Aujourd'hui, nous avons un épisode qui rassemble Philippe de Grosbois qui va venir nous parler de comment la pseudoscience en arrive à percoler dans les grands médias et à devenir presque l'équivalente de la science. Corélie Laperrière va nous faire un cri du cœur pour les arts vivants, entre autres pour l'humour, oui, mais pas seulement. Et on sait qu'il y a des manifs qui s'organisent parce qu'il ne restera pas toujours la culture, paraît-il. Effectivement, c'est en réaction aux compressions budgétaires que le gouvernement Legault a pratiqué et il n'est pas le seul. C'est drôle parce que je suis en train de lire le blog de René Daniel Dubois, écrit au début des années 2000 jusqu'à 2000. Alors, en fait, c'est des textes qui datent plus que du début des années 2000, là, mais je pense que ça a été mis en ligne en 2018. Et c'est ses archives, c'est ses textes, des coups de gueule. Bon, il parle de ça. En fait, c'est la trame des textes et des réflexions de René Daniel Dubois, ce dramaturge qui nous a donné, entre autres, Being at Home with Claude. C'est que depuis les années 80, le Québec se fout totalement de la culture. Les politiciens, mais pas seulement. Alors, c'est drôle, quand j'entendais la chronique de Coralie, que vous allez entendre dans quelques instants, c'est à René Daniel Dubois que je pensais. Je lui ai écrit, d'ailleurs, et parce que j'ai envie de l'entendre. J'ai envie de l'entendre à la balado. J'ai ce luxe-là d'accueillir des gens comme ça, des grands gueules. J'aimerais ça en accueillir plus. Alors, j'ai pensé à lui. Je pense souvent à lui, c'est bizarre. Parce qu'il est déjà venu donner une conférence quand j'étais en sciences politiques à l'UQAM et c'était vraiment une conférence coup de poing sur le fascisme dans les années 30-40 au Québec. Puis j'ai envie d'en reparler de ça avec tout ce qui se passe en Occident, la montée de l'extrême droite en fait et de cette parole-là. Ça me fait penser. Et il y aura aussi dans l'épisode qui s'en vient, excusez-moi, oui, il y aura Valérie Lefebvre-Fauché qui va venir nous présenter en partenariat avec la revue Liberté, le nouveau numéro de Liberté, 342 sur les chars. Ouais. J'ai reçu cette semaine de Del Busso éditeur le français en déclin, avec un point d'interrogation. Repenser la francophonie québécoise sous la direction de Jean-Pierre Corbeil, Richard Marcoux et Victor Piché. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre. Ce nom-là, vous l'avez entendu parce que j'en ai déjà parlé ici, je pense, avec Toula Drimonis et Mathieu Bellil. Et c'est sûr que je vais inviter Jean-Pierre Corbeil parce que c'est lui qui tente, par ses travaux, de peut-être changer le paradigme qu'on utilise depuis 50 ans, c'est-à-dire le francophone, l'anglophone et l'allophone. Ses travaux et les travaux de ce collectif tendent à démontrer que la situation linguistique est beaucoup plus complexe qu'on veut bien nous le dire. En fait, pas qu'on veut bien nous le dire, c'est pas qu'on nous le cache. En fait, c'est qu'on ne regarde pas les bons indicateurs. Et selon lui, le français est encore, et sera probablement toujours, à mettre de l'avant, à promouvoir, à défendre au Québec, mais il n'est pas en déclin comme le prétendent les politiciens nationalistes. Et on en a eu un bon exemple avec ces déclarations. En fait, cette espèce de coup de barre plus radical, ouais, je pense que le bon mot, c'est radical, de Paul Saint-Pierre Plamondon au congrès du PQ qui affirme que il va devoir avoir un troisième référendum, sinon nous allons disparaître parce que le gouvernement fédéral veut nous engloutir depuis toujours et l'assimilation, puis un peu plus, il nous parlait des Jésuites qui avaient été torturés par les Autochtones, mais c'était étrange, très étrange de réentendre ce type de discours et ça va vraiment à l'encontre de ce que je suis en train de lire. C'est ça l'affaire, c'est que je commençais à lire le français en déclin. Alors voilà, on a l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon a bu le Kool-Aid de Mathieu Bock-Côté et je ne sais pas si c'est ce qui s'annonce pour les prochaines années, une escalade de ce discours-là, mais je trouve ça déprimant, sincèrement, qu'on en revienne à ça. Je trouve ça étrange comme stratégie. C'est drôle parce que j'ai un auditeur qui me suggérait de réinviter Jacques Beauchemin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La démission tranquille. Mathieu Bellil était là aussi. Je pense que ça fait 3 ou 4 saisons. Jacques Beauchemin, qui est un sociologue, politicologue, qui était en fait le directeur, sociologue,
professeur de sociologie. Je pense que c'est lui qui a dirigé la thèse de Mathieu Bock-Côté. Il en avait parlé d'ailleurs, où il déplorait que Mathieu Bock-Côté ne faisait plus vraiment de sociologie depuis sa soutenance de thèse, et je pense qu'on peut le confirmer. Ouais, alors je vais peut-être réinviter ces personnes bientôt. J'avais une invitation qui était toujours en suspens avec les deux personnes qui ont écrit le livre sur les 30 ans de l'ADQ, Éric Montigny et Pascal Maillot. J'attends de réponse parce qu'on essaie de faire concorder les dates avec Éric Bédard, qui devrait être là aussi parce que lui militait au Parti québécois à l'époque de la grande époque des discussions constitutionnelles. Alors, je sais... Bon, en même temps, là, je me dis, je vais peut-être aller au-delà de la Saint-Jean-Baptiste cette saison. Il va y avoir trop d'épisodes à continuer parce que cette semaine, en plus, j'ai enregistré au total, incluant l'épisode que vous écoutez, 6 épisodes. C'est la semaine la plus intense de toute la vie de la balado. 6 épisodes avec les chaires de recherche, entre autres, qui seront diffusés dans les mois à venir, les semaines à venir, avril, mai, juin. Alors, très, très, très intense comme semaine. J'étais un peu fatigué, je dois l'avouer, mais ça reste passionnant, évidemment. Et là, de recevoir ce livre-là, donc Le français en déclin, je voulais vous en parler. Si vous voulez mettre la main dessus, ça pourrait être intéressant. C'est une bonne brique, là, 400 quelques pages. C'est un collectif et ça pourrait vous préparer pour la venue. Là, il n'est pas au courant en passant, là, Jean-Pierre Corbeil. J'espère qu'il va venir. Mais je pense que oui. Je pense que la balado est un excellent véhicule pour prendre son temps. Parce que quand on parle de la langue au Québec, il faut sortir des généralités. Puis lui, c'est ce qu'il prétend, c'est qu'on n'utilise pas les bons indicateurs. Il y a même une recension au début du livre sur l'occurrence du mot déclin et langue française dans les médias québécois. Et il y a vraiment une explosion de 2017-18 à 2020-2021. Fait que c'est pas un hasard là, ce qui arrive. Mais moi, j'ai ce feeling-là, j'ai ce sentiment-là pour avoir parlé à des gens qui sont venus ici, que j'ai l'impression qu'on a vraiment un discours catastrophiste au sujet de la langue qui ne témoigne pas de la réalité, de la complexité, le plurilinguisme des Québécois. Voilà. Alors, j'ai hâte de vous en reparler plus en détail quand M. Corbeil sera avec nous. Et voilà, on est prêt pour cet épisode. Un peu plus court que d'habitude, ça va faire du bien, mais quand même assez costaud. Donc, 28e épisode de cette balado que je vous offre aujourd'hui dans vos oreilles. Coralie Laperrière. On va parler de culture. Ah. On va parler de culture parce qu'on en a parlé brièvement au dernier podcast où je suis venue de la culture. Puis là, j'aimerais qu'on y revienne parce qu'il s'est passé plusieurs choses depuis la dernière fois que je suis venue quand même. Juste pour rire a fait faillite. C'est vrai? Guillaume le Métivierge a perdu du boulot. Faudrait en parler. Non, mais c'est surtout que je suis tombée sur une vidéo sur TikTok. Et oui, TikTok, c'est la télé pour les jeunes. Si la télé était aussi addictive que de l'héroïne. Et bref, il y a une vidéo de Farnell Morissette. Est-ce que vous connaissez Farnell Morissette? Oui, c'est le journaliste qui dégaine plus vite que son ombre. Il peut nous expliquer tout. Oui. Très rapidement. Oui, il se prend pour un petit René Lévesque de point de mire. C'est vrai, hein? Oui, il essaie d'expliquer. Mais j'aime quand même ce qu'il fait. Mais il a mis un extrait d'un de vos anciens collègues, Fred, Jean-Sébastien Girard. Ah, mon Dieu. Oui, dans une émission où il y avait aussi Christian Bégin, Marc Labrèche, puis probablement une infirmière backstage. D'un coup, qu'il y en a un qui pète du cœur. Puis Jean-Sébastien disait « On est en train de perdre des générations complètes. Il y a toute une génération qui nous écoute pas présentement, qui sait pas qui on est, ça les intéresse pas savoir on est qui, puis qu'est-ce qu'on fait? » Hey, ça doit être difficile pour lui. Oui, vraiment. Ouais. Ça doit lui faire de la peine. Puis, déjà, je trouve qu'il a fait un bon point quand même. Moi, c'est vrai que le moins j'en sais de Christian Bégin, le mieux je me porte. Déjà, quand j'ai lu la critique de son show « Les péchés capitaux », après, je me sentais sale. Vous avez pris votre douche? Ouais, vraiment. Puis, Farnell apportait le bon point, je trouve, que pour les gens qui disent ces propos-là, souvent, ils considèrent que le bien de la culture québécoise se mesure avec leur propre popularité personnelle. Oui. Puis ma théorie, c'est aussi que les vieux veulent reprocher aux jeunes de scraper la culture québécoise parce que nous, on les accuse d'avoir scrappé la planète. Je pense que c'est comme une façon de nous ramener un peu là-dessus. Puis, il y a peut-être 2-3 ans, il y a aussi Lise Ravary, Sophie Durocher ou Denise Bombardier, je sais pas, une de ces femmes très sèches-là. Franchement. Non, mais je dis pas sèche en faisant référence à leur vagin, tout le monde. La sécheresse vaginale, c'est un problème qui peut affecter n'importe qui, même celles qui sont de bonne humeur. Quand je parle de sécheresse, je parle vraiment de leur âme. C'est vraiment ça que je voulais dire. Bref. Ça, il n'y a pas de douche.
Qui peut... Non, il n'y a rien qui peut l'âme. faire ça. Non, je pense que Denise Bombardier, quand elle est morte, ça a comme fait de la poudre. C'est quand son âme a quitté, là. Je me dissocie complètement. De ses propos. Non, c'est correct, je vais les assumer. Ben oui. Bref, une de ces femmes-là avait fait un commentaire sur Facebook ou Twitter. Là je sais plus. Là, c'est un des deux réseaux sociaux où les gens ont des photos de profil avec leur pick-up. Là, je sais, c'est flou mon histoire, mais suivez-moi. C'est comme l'éclipse. Je me rappelle pas des détails, mais je sais que je l'ai vu. OK? Anyway, c'était après la fête nationale et la madame en question connaissait pas les artistes qui avaient participé au spectacle diffusé à Radio-Canada. Puis elle avait dit un truc du genre « Mais qu'est-ce qui est devenu la Saint-Jean? Où est donc passé Claude Dubois? » C'est là, Claude Dubois, il a mal aux hanches, madame. Là, comme... puis même là, pas mal sûr que si tu le cherches comme du monde, tu finis toujours par trouver Claude Dubois sur une programmation de la fête nationale quelque part dans le coin de Chambly. Là. Il est là, Claude Dubois, ne vous inquiétez pas. Puis elle disait « Mais qui est donc ce chanteur avec les cheveux bleus? » Et cette personne-là, c'était Vincent Roberge, a.k.a. Les Louanges, qui est juste un des plus grands artistes de ma génération. Puis ça me fascine toujours comment certaines personnes sont prêtes à critiquer l'ignorance des autres tout en étalant leur propre ignorance. Tu sais, imagine regarder le show de la fête nationale à la télévision puis te dire sérieusement hey, « tout ce monde-là, je les connais pas. Ça doit être des nobody. » Non, mais ben oui, madame, hein, si tu reconnais personne, c'est pas parce que t'es dépassé, c'est parce qu'une des plus grosses fenêtres de visibilité culturelle du Québec est toujours donnée à des open micers. C'est normal, tout le monde sait ça. Plus récemment, je parlais à un ami plus vieux, parce que j'ai des amis plus vieux comme vous, mais Fred, vous êtes très justement. mature, oui, ben merci. Mais on me disait ça à 15 ans, puis ça, c'était moins le fun. C'était inquiétant. Je vais appeler la police. C'était pas une bonne pick-up line. Non, c'était pas... Toi, t'es mature. Toi, t'es mature pour ton âge. Hey, tu te fais dire ça quand t'as 15 ans, tu trouves ça cute, puis là, quand t'as 28, tu fais... Ces gens-là, c'était des groomers. C'est inquiétant. En tout cas. Fait que oui, j'ai des amis plus vieux, des amis avec lesquels je comprends juste la moitié des affaires qu'ils me disent. Là, des fois, ça parle toujours d'événements vraiment obscurs qui sont arrivés avant ma naissance, genre des référendums. vous allez le vivre, là, il paraît. Ben oui, la dernière chance. D'ici 2030. Écoute. J'espère de voir si Québec va embarquer dans ce projet-là, moi. Ouais. Puis, ben, cette personne-là, plus vieux, me disait qu'il avait regardé le gala des Oliviers récemment et qu'il connaissait personne. Hein? Il disait aussi qu'il se sentait pas représenté en tant qu'homme blanc, hein? Même si c'est juste des hommes blancs qui ont gagné des prix. Puis il était comme... La vraie question, c'est « Il est où François Morancy? » Puis pour vrai, ça serait bizarre. C'est le Claude Dubois de l'humour. Oui, c'est le Claude Dubois de l'humour. Les deux, ils font des petits fadélis. Je pense pas que François Morancy a déjà vendu de l'héroïne, par exemple. Claude Dubois a vendu de l'héroïne. Il était de prison. Ah! L'album Sorti du bois, là. OK. Il sortait de prison. Mon Dieu, je savais pas ça. Ben oui, il s'est passé des choses avant votre naissance. Oui, c'est ça, mais c'est obscur, cette affaire-là, mais je trouve ça intéressant. Ça, c'est de l'héroïne, ça, là. C'est crypté, là. J'adore ça. Fait que non, François Morancy, il a pas vendu d'héroïne, mais il portait du petit cuir. Fait que on sait jamais, des années 90. Puis... il se demandait vraiment, cette personne-là, il est où François Morancy au gala des Oliviers? Puis ça serait bizarre que François Morancy soit en nomination, considérant qu'il n'a pas sorti de spectacle depuis 10 ans. C'est comme regarder le gala du cinéma puis se demander pourquoi c'est pas Cruising Ball qui gagne. Tu sais, je me dis, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est souvent ce qu'on n'aime pas chez nous. Puis je pense que si les vieux, il y a des vieux qui chialent que les jeunes connaissent pas la culture québécoise, ben je pense que c'est surtout eux qui connaissent pas la culture des jeunes québécois. Voilà. Puis oui, c'est vrai, là, les jeunes n'ont pas la télé. Peut-être qu'ils vont moins voir de films québécois dans les salles de cinéma. C'est con, hein? Les jeunes aiment ça, ne pas être obligés de vendre un rein pour arriver à la fin du mois. C'est vraiment niaiseux. On peut pas tous se payer des loups-boutins, hein, Madame France-Hélène. Puis ça aussi, c'est un point qu'on n'aborde pas souvent. Ça, c'est des souliers à 1200 $? Oui, les souliers à 1200 $. Elle avait porté un manteau de vison aussi l'année passée. Moi, j'aimerais ça qu'elle s'assume, France-Hélène, en fait. Ben, elle commence. Je trouve qu'elle commence. Mais elle devrait porter plus de bing-bing puis arriver en calèche, tant qu'à faire, je pense. Genre, pour vrai, elle est comme entre deux portes, là, genre, fonce dans une portes, elle aime ça. Elle en a en tabarnouche. Mais c'est ça, c'est qu'on parle souvent pas de l'accessibilité à la culture, je trouve. Tu sais, quand on dit aux jeunes qui s'intéressent pas à la culture, tu sais, en pleine crise d'inflation, c'est pas donné, là, sortir de chez nous. Puis je me force moi-même à consommer plus d'art, à aller au théâtre, mais ça coûte cher, tu sais. Des fois, j'ai peut-être envie de prendre mon argent pour mes autres hobbies, genre m'acheter des poivrons. C'est un hobby? Vous avez ce hobby-là? Oui, tu sais, tu t'en vas checker les poivrons, là, tu sais. Mais ils sont chers. Ils sont chers, ils sont rendus 8 piastres. Pour vrai. Ils risent de nous autres. Ils risent de nous autres, oui. Ouais. Puis, tu sais, il est bon, là, René Richard Cyr, mais c'est vraiment bon, des poivrons aussi. J'aimerais ça pour voir ça. Puis, tu sais, les jeunes qui payent 2000$ pour un 4,5 mal isolé, ils ont peut-être pas envie d'aller voir une 120e pièce avec Benoît McGuinness au TNM. Il est bon, là, Benoît McGuinness, mais comme...
il y a d'autres acteurs. Fait que oui, c'est sûr que les jeunes consomment la culture sur Internet. Ça, c'est vrai, entre autres de la culture américaine, mais sur Internet, il y a aussi la culture québécoise. Puis les jeunes écoutent des podcasts d'ici, des YouTubers d'ici, des créateuristes de contenu d'ici, ils vont dans les soirées d'humour de la relève. À date, c'est pas mal les jeunes qui m'aident à gagner ma vie. Voilà. Pour vrai. C'est vrai. Puis je pense que l'humoriste écoute pas CISM pour se garder au jus des nouvelles tendances en musique québécoise underground, tu sais. Puis ouais, il y a des jeunes qui savent pas c'est qui Véronique Cloutier, mais je gage 2 poivrons que Véronique Cloutier connaît pas le groupe Commande Bord. C'est bon point. Et c'est pas une mauvaise nouvelle que les jeunes ne connaissent pas Véronique Cloutier. Hein? Ben non, c'est ça. Ça peut être bien le fun collectivement aussi qu'on connaisse d'autres mondes. Tu sais, est-ce que aussi la culture québécoise s'intéresse aux jeunes? Parce que personne nous demande, nous, si on veut encore une autre émission de police. T'sais, peut-être ça nous tente pas, une émission de police. Peut-être que les jeunes, on n'aime pas ça, la police. Ou une autre émission qui célèbre la culture populaire avec Véro. Oui. Et Jean-Sébastien. Oui. Pour qu'on parle encore du temps d'une paix. Exact. Peut-être qu'on s'en calisse. Ben oui, peut-être comme année, Marina Orsini, on l'a vu. Là, l'extrait avec le cheval dans les filles de Caleb. Oui. Ça, je pense que je l'ai vu 100 fois. Ouais. Puis, tu sais, peut-être que les jeunes connaissent pas les vedettes de la télévision. Puis c'est pas parce qu'ils ont pas de culture, mais c'est parce qu'ils ont pas la télévision. Puis c'est un peu insultant déjà de considérer la télévision comme de la culture, je pense, à la base. Puis, honnêtement, est-ce que le Québec, est-ce que le Québec s'intéresse vraiment à notre culture? T'sais? Avez-vous déjà vu la programmation de Art TV récemment? Non, mais c'est fou. Ça n'a pas de sens. Je sais pas pourquoi ils ont le droit d'utiliser le mot art dans leur... Tout à fait. T'sais, on a même plus le droit... Le lait de soya n'a plus le droit de s'appeler lait de soya. Non. Parce que c'est pas du lait, voilà. c'est du boisson de soya. Fait que Art TV, ça diffuse pas de l'art. Ils passent Outlander en version française. Puis Outlander, on s'entend, c'est bon, mais c'est pas de l'art, c'est de la soft porn féministe, OK? Puis, il y a aussi dans le fameux Top 100... Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Vas-y. Vous savez que La soirée est encore jeune, Oui. cette défunte émission, était diffusée à RTV. Ah oui? Oui, et on faisait une captation. En fait, l'émission durait 2 heures, il en gardait 52 minutes, et ils nous ont débranchés au bout de deux saisons, je pense, parce que le public d'RTV est un public de vieux, qui n'aimait pas ça. Wow! La soirée est encore jeune. Ils préfèrent Outlander. On s'entend qu'on est trop jeune. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment un public de personnes âgées. On salue, j'en ai plein qui m'écoutent, là. Moi-même. Hein? Ben oui, ça commence. Mais c'est ça, RTV. Voilà. Oui, c'est ça. Je ferme la parenthèse. Mais dans le fameux top 100 des personnalités de l'actualité aussi, qu'on a parlé quand même dans les médias, il y avait 20 personnes provenant de la culture, entre gros guillemets. Puis je sais pas si on peut dire qu'il y avait 20 artistes. Il y avait pas d'auteurs, il y avait presque pas d'autrices. Il y avait Kim Thuy, mais ça, je suis sûre que c'est parce qu'elle a une émission de cuisine à RTV. Mais ce qui est aussi insultant, c'est de se faire dire qu'on n'est pas assez intéressé à la culture, les jeunes. Alors que je connais plein d'artistes de la relève qui galèrent puis qui voient leur demande de subvention refusée. Puis là, je connais quelqu'un, d'ailleurs, récemment, qui a pas eu son financement pour du théâtre d'été sur la Côte-Nord. Puis sûrement parce que l'offre culturelle était beaucoup trop foisonnante et le territoire était saturé, n'est-ce pas? Non, mais sérieux, comment on est supposé prendre soin de nos régions si leur seul accès à la culture, c'est d'écouter l'émission Révolution dans leur salon? Puis là, je chiale, là, mais une chance quand même qu'au dernier budget, François Legault, il a annoncé qu'elle allait investir massivement dans les arts québécois pour protéger notre identité. Oui! Oui, non, il a dit ça. Il a dit qu'on allait recevoir notre versement la semaine des 4 jeudis. Ça fait que ça s'en vient. Puis là, je vous laisse avec un petit peu de propagande. Là. Il y a des mobilisations d'artistes qui se préparent partout au Québec pour dénoncer le sous-financement de la culture. Il s'appelle sur les réseaux sociaux la Grande Mobilisation, rien de moins. Et à l'heure où on enregistre l'émission, la première manif est demain, donc le 18 avril, donc c'est passé. Mais il va en avoir d'autres et je vous invite à regarder ça sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, comme d'habitude, là, chaque petit geste compte. Là, fait que acheter des livres québécois, consommer de l'art underground, puis arrêtez de reprocher aux jeunes de pas assez connaître la culture québécoise, s'il vous plaît. Merci de parler de ce qui se passe en culture. Ça me met tellement en colère. Je vous écoutais tantôt, puis je n'osais pas vous interrompre pendant votre chronique. Ça fait des semaines qu'on en parle, tout le monde ensemble, puis qu'on n'en dort pas. On est épuisés, puis c'est tellement épuisant, ce mépris, en fait, cette impression que c'est pas vrai que c'est les jeunes qui s'intéressent pas à la culture québécoise, c'est qu'on n'a plus de vision pour les arts au Québec. C'est vrai. On ne soutient pas le Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est quand même quelque chose de très inquiétant. C'est catastrophique pour toutes les disciplines artistiques en ce moment. Puis... Moi, je pense qu'il y aurait une grosse commission, je ne sais pas comment on peut l'appeler, sur le financement des arts. Parce qu'on entend des choses qui sortent des officines, des gens qui sont sur des CA d'organismes subventionnaires, mais qui en même temps ont des entreprises qui reçoivent des subventions. On faisait des blagues tantôt avec Véro, mais tu sais, la place que ces gens-là occupent,
qui pompent énormément d'argent. Moi, j'entends toutes sortes d'affaires, vraiment, on met des noms pour aller chercher subventions parce que ça aide, parce que ça remplit des quotas, puis quand l'argent arrive, ces gens-là sont tassés. C'est encore la même gang qui écrit. Bon, j'entends plein d'affaires. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'on serait dû, mais évidemment, les gens dans ces officines-là sont peut-être pas d'accord à ce qu'on regarde, on scrute ce qu'ils font, mais je pense on serait dû pour une grande réflexion collective. Comment on finance? Il y a des compagnies qui roulent depuis des années où ils font plus grand-chose, mais ils reçoivent encore leur argent. Ben oui. Puis c'est parce qu'ils sont là, sont constitués. Puis des fois, la fondatrice ou le fondateur n'est même plus là. C'est soit les descendants ou des plus jeunes, mais sans que la mission soit nécessairement respectée. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres compagnies plus actuelles qui reçoivent. Bon. Fait que... Mais juste pour rire, ils ont fait faillite, ils ont 50 millions dans le rouge. On s'entend que si on avait donné 50 millions à des artistes comme moi, comme tous les humoristes, nous, on serait pas en faillite. Nous, on ferait nos shows. On serait riches là, avec 50 millions si c'était dans nos poches à nous au lieu de dans les poches. Alors qu'on sait qu'au Québec, les humoristes... Ça va mal. Non, mais il y en a une couple que ça va bien, mais c'est sûr que comme je trouve que l'humour, au final, est un très bon exemple de comment on peut un peu socio-financer un peu de l'art, parce qu'au final, la majorité des humoristes qui vivent de leur art vivent pas avec des trucs de Radio-Canada ou Juste pour rire. On vit des spectacles d'humour, on vit des corpos, on vit des gens qui veulent nous engager. Puis ça, cette art-là, ben, elle doit quand même être préservée un peu, cette façon de financer-là. Puis on l'oublie un peu que ça existe. Là. Je veux dire, on n'est pas des danseurs contemporains qui vivons sur les subventions. Souvent, les humoristes, on est comme d'autres sortes d'artistes. Puis justement, c'est pour ça que les gens veulent pas nous donner des subventions, parce qu'on réussit à en vivre quand même. Pas tous, mais beaucoup. Oui, puis ils ont un peu raison. Mais oui, il faut vraiment revoir toute cette façon-là de financer, parce que ça n'a pas de bon sens que justement les grosses compagnies empochent encore des millions de dollars. Juste pour rire, là, Coralie, juste pour rire, on le sait, tout le monde le sait depuis longtemps que il y a quelque chose qui sentait mauvais là-dedans. Là. Puis personne ne dit rien. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, à la fin, je crois, des années 90, Fabienne Larouche, qui n'était pas rendue où elle est rendue, mais qui était déjà productrice, elle a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas dans le financement de la télé, dans la location d'équipement. Il y avait de la double facturation, il y avait beaucoup d'argent. Bon, et elle avait envoyé une lettre aux médias pour dire « Hey, il me semble qu'il y aurait moyen... » Bon, puis à l'époque, elle disait, je me rappelle, elle disait « Je le sais, vous allez me dire, je suis une petite productrice, je profite pas de la tarte comme tout le monde. » Mais elle dit « C'est pas pour ça que je fais ça, c'est vraiment que je trouve, je vois des irrégularités. » C'est laissé lettre morte. C'est la dernière tentative que j'ai vue de quelqu'un du milieu pour dire hey, on réfléchit dessus à comment ça fonctionne. Là, on parle juste de la télé, les arts vivants, c'est un autre problématique. Mais puis le drapeau rouge aurait dû être levé aussi juste avec la chute de Gilbert Rozon en 2017 puis en 2018. Comédia, puis le Montreux Comédie a essayé d'acheter Juste pour rire, puis mais quand ils ont regardé les livres de finances de Juste pour rire, ils ont dit ouais, non, on n'est pas intéressés finalement. Mais là, le gouvernement du Québec puis la ville de Montréal a continué à financer Juste pour rire. Fait que là, t'es comme... Il n'y a pas de drapeau rouge qui s'est levé quand 2 des plus gros festivals au monde refusent d'acheter ce festival-là parce que les données sont pas bonnes. Fait que ça, je trouve ça un petit peu étrange quand même que nous, on a mis de l'argent contribuable là-dedans. Puis moi, par exemple, je faisais des ateliers d'humour avec Juste pour rire. J'étais payée par le ZooFest. J'étais payée via une subvention. Et là, quand le Juste pour rire a fait faillite, moi, j'ai jamais été payée. Fait que eux, ils prenaient des subventions gouvernementales pour d'autres projets, puis ils le mettaient dans la grosse machine aussi. Puis ça, c'est comme si on posait pas vraiment de questions sur le fait que ça fait ça, mais il y a d'autres compagnies qui font ça, beaucoup de compagnies qui font ça encore. Fait qu'il faudrait aller investiguer là-dessus, parce que c'est pas les travailleurs autonomes, quand on met un latte de trop dans notre revenu, dans Revenu Québec, qui volent les Québécois. C'est vraiment ces grosses compagnies-là. Mettez vos lattés sur vos... Je mets mes lattés, mais je travaille pour vrai dans les cafés, c'est ça qui a pas de... Vous mettez pas vos lattés, vous autres? Les lattés? OK, alors... un café? Latte ou lait d'avoine? Oui, ben oui. Bon. Boisson d'avoine? Oui, boisson d'avoine. Hey, OK. Valérie Lefebvre-Fauché, comment ça va? Oui, ben ça va très bien. Et vous? Ça va très bien. Parlez-nous de ce nouveau numéro Liberté, le numéro 342. Oui, c'est notre numéro rapide et dangereux qui parle des voitures, notre spécial du printemps. C'est très printanier. On a eu envie... Des fois, on fait des dossiers sur des sujets qui apportent de l'espoir. On a des propositions. Là, on a vraiment envie de parler de quelque chose qui nous écœure. Ouais. Donc, Et d'ailleurs, dans le texte de présentation, vous disiez que à peu près tout le monde autour de la table n'a pas de char, ou en tout cas, moi, j'ai pas de permis de conduire.
Ouais, ça nous amusait de nous dire qu'on était comme la pire équipe au monde pour faire un dossier sur les voitures. Attendez. Vous avez pas de permis de conduire? Vous êtes natif de Montréal? Oui. Ah, c'est ça. Mais oui, mais c'est très faisable, vivre à Montréal et pas avoir d'auto. Je sais que les trentenaires, entre autres, beaucoup n'ont pas leur permis, au point d'inquiéter les constructeurs automobiles. Il y a eu ils ont fait des réunions parce qu'ils se disaient, est-ce que ça s'arrête comme la télé québécoise? Est-ce que ça s'arrête quand ma tante Pierrette va mourir? Donc, pas de char, mais on en parle dans une revue. On s'est dit que ça serait drôle de s'autoriser à en parler, même si on n'y connaît rien. Premièrement, on s'est rendu compte que c'est très difficile de prétendre qu'on n'est pas dans la culture du char. Même si on haït ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Le texte de David Turgeon, entre autres. Ça, je suis contente que ça vous plaise. Ce texte-là m'a vraiment fait penser à vous. Je pense que je vous ai déjà entendu dire à peu près ce commentaire-là sur l'irresponsabilité des conducteurs. C'est un texte vraiment fâché. Ça s'appelle « Bébé au volant », où il y en a vraiment marre qu'on demande à tout le monde de faire attention. On rend tout le monde responsable de la sécurité routière, sauf ceux qui sont au volant de l'engin dangereux. À l'intérieur de la voiture, on n'a plus de responsabilité. Il n'y a plus de crime. Tout à fait. Puis il donne l'exemple de la fillette de 7 ans qui a été happée par une voiture. Oui, qui est une histoire vraiment tragique. Qui est un homicide involontaire, dans les faits, mais qui est jamais considéré comme ça quand il y a un accident de voiture. Mais dans les faits, on excuse tout, en fait. On s'attend à ce que les conducteurs respectent pas les codes. Et même les publicités de Catherine Levac, oui, la nouvelle représentante de la SAQ, elle va dire aux automobilistes, faites attention là, aux cyclistes. Mais il y a toujours une portion, oui, mais soyez visibles, piétons et cyclistes. Mais même si on est visible, c'est dangereux, là. On s'entend, là. Mais je trouvais ça drôle que vous dites que vous étiez pas bien placé pour parler de voiture quand vous en avez pas, mais je trouve qu'au contraire, c'est un peu comme les femmes, on est bien placé pour parler du comportement des hommes parce qu'on vive leur oppression, puis je pense que les gens qui ont pas de voiture vivent l'oppression des voitures, puis on est encore mieux placé pour en parler. C'est ça. Un autre des constats qu'on avait envie de partager, c'est que c'est pas tout le monde qui est automobiliste dans la vie, en fait. La majorité des gens sont d'abord autre chose, tu sais. Oui, tout à fait. Puis souvent, nos gouvernants s'adressent à nous comme s'il y avait une équivalence entre citoyens et conducteurs d'auto. C'est vrai. Texte aussi dans le même dossier de Geneviève Dick. Mon char est une prison. On l'a déjà abordé un petit peu ici quand on parlait de chômage sur la Côte-Nord avec les gens d'Action Chômage. Comment la voiture est une prison d'une certaine façon quand tu habites dans une région où il n'y a aucun transport collectif et que si tu n'as pas de voiture, si tu n'as pas les moyens de t'en payer une, tes chances de travailler, tes chances de bien te nourrir, ton horizon des possibles est réduit à la grosseur d'un rétroviseur. Mais oui, c'est ça. On nous parle souvent comme si avoir un char, même en général 2, c'était obligatoire dès qu'on sort de Montréal. Alors que y en a plein des gens qui peuvent pas se le permettre et ces gens-là sont forcément exclus de la vie démocratique. Oui, tout à fait. Elle nous parle du coût. Le coût, je pense que ça a été calculé. On dit que le revenu viable est de 10 000 $ de plus dans les régions éloignées à cause des enjeux de transport. Oui. Valérie Lefebvre-Fauché, on va sortir du dossier parce que je veux que vous nous parliez de votre rencontre avec Julie Doucet. Vous avez rencontré Julie Doucet? Ben oui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vraiment. Ce personnage presque mythique. Ben oui, c'est une légende. Oui, c'est ça. Ouais, quelqu'un de à la fois super connu et super discrète. Oui. Donc, elle est partout, elle est très présente, on a l'impression de bien la connaître. C'est quelqu'un qui nous a... Là, je parle au nous, parce que je parle pour l'équipe de Liberté, mais je pense que en tout cas, c'est au moins générationnel. C'est vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup influencés. Puis, c'est ça, elle est quand même connue, elle a beaucoup de fans à travers le monde, mais votre texte, votre entretien le démontre tellement bien. Elle n'arrête pas de dire « je ne suis plus BDiste » et on en parle tout le temps comme, évidemment, l'autrice de Maxi Plot, la gagnante du Grand Prix Angoulême. Ben, c'était quand même un événement. Oui, c'est un événement. Mais elle fait autre chose. Puis on sentait dans votre entretien oubliez pas que je fais autre chose. Mais elle est tellement punk, en fait. Elle refuse toutes les étiquettes aussi. Tu sais, je pense que si je voulais lui donner une étiquette où il n'y a pas BDiste, peut-être qu'elle voudrait
se réaffirmer védéiste tout à coup. Oui, c'est ça. Elle résiste beaucoup aux formes convenues puis aux étiquettes. Donc, elle a fait toutes sortes de choses, des affiches, des collages. Elle fait de la poésie en collage. Donc, c'est vraiment des formes artistiques. C'est de l'art visuel, mais avec les mots comme matière. C'est vraiment... les mots, le papier, le dessin, tout ça. C'est un entretien très cool parce qu'elle nous parle de ses influences à l'époque aussi, quand elle est devenue ce qu'elle est devenue à la fin des années 90. Puis moi, ça concordait. Quand j'ai lu l'entretien, je venais d'acheter l'intégrale de Maxi Plot au marché aux Puces Saint-Michel. Qui est mon petit coin. C'est comme mon endroit quand je vais décompresser. Là, quand ma blonde, elle vient pas avec moi parce qu'elle est tannée. Parce que je fouille tous les kiosques. Fait que j'y vais tout seul, puis c'est comme un havre. Puis là, en sortant, évidemment, je me mouche, puis c'est tout brun dans mon Kleenex parce qu'il y a tellement de poussière. Mais mon Dieu, j'étais très content de trouver. Oui, excellente lecture. C'est une très belle rencontre. C'est vraiment un artiste qui fait pas de concessions. Non. Un peu comme Nour Simon, qu'on retrouve. On vient de présenter le dernier numéro de La Québécoise. Il y a un texte de lui. Et il y en avait un aussi. Il y en a un dans la Liberté. C'est Pérégrinations au Brésil, en Égypte. C'est des carnets de voyage dans le temps et dans l'espace. C'est vraiment une belle écriture puis, qui s'intéresse à la mixité, puis au déplacement, puis à l'identité trans ou changeante, ou à la performance identitaire, mais de toutes sortes de manières vraiment. Dans l'art et dans les cultures. C'est vraiment une réflexion super fine et complexe. Et on rappelle qu'il faut s'abonner. Très important pour le financement des revues. Faut le dire, là. S'il vous plaît. Faisons pas semblant que... Abonnez-vous! On s'abonne. On parlait de subventions tantôt. C'est ça, on parlait de culture, les revues, c'est il faut s'abonner. Et sinon, vous allez dans votre libraire indépendant favori pour acheter un numéro en attendant de vous abonner sur le site web. Exactement. Merci. Merci. Philippe de Grosbois. Rebonjour. On va parler de pseudoscience. C'est quoi de la pseudoscience? C'est de la science frauduleuse, qu'on pourrait dire. La science qui est Mais ça dépend de qui? Ma question est un peu piégée. Ça doit être subjectif je pense qu'on va avoir l'occasion de tester un peu la définition au fil de la chronique. Mais moi, c'est quelque chose qui me fascine depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que certains discours pseudo-scientifiques, parfois même à saveur complotiste, en viennent à percer parfois dans les médias? Parce que les médias d'information, surtout depuis Trump, depuis la pandémie, tout ça se pose beaucoup en rempart contre les pseudosciences, contre le complotisme. Mais l'acceptabilité médiatique de certains discours pseudo-scientifiques, ça peut varier dans le temps. Qu'est-ce qui fait que ça varie? Pour quelles raisons? Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais me limiter à un cas en particulier, puis un deuxième vers la fin. Mais je voulais surtout qu'on parle du discours anti-vaccin dans ce cas-ci, qui peut sembler moins présent que depuis il y a 2-3 ans, mais il y a eu les cas de rougeole, tout ça, puis c'est pas fini. Peut-être, première nuance, c'est que moi, je pense que c'est important de faire la distinction entre le discours anti-vaccin, ou qu'on appelle aussi résistance vaccinale, puis l'hésitation vaccinale. Parce que ça, c'est une distinction qu'on n'a pas faite, justement, dans les périodes chaudes de la pandémie. Donc, d'être un peu incertain ou incertaine par rapport à un vaccin, d'autant plus pendant la COVID, c'était une nouvelle technologie, c'était fait quand même rapidement. Il y avait beaucoup de rappels aussi de vaccins. Moi, je ne les ai pas tous. Absolument. À un moment donné, j'ai fait, bon, là, je pense que ça va aller. Moi, je me suis rendu à 6, je pense. 6 doses. Okay. Mais c'est ça, c'est que... Claude Dubois, beaucoup plus de doses dans les années 70, mais c'était pas... Excusez-moi. Mais bref, on peut faire des nuances entre se questionner, notamment pour ses enfants aussi, que ça fait pas des gens, des mauvais parents pour autant s'ils se questionnent sur la vaccination qui est amenée à leurs enfants. Et donc, la résistance vaccinale qui est de dire « over my dead body », c'est Bill Gates, c'est l'OMS, Davos, Forum économique mondial, etc. On a beaucoup attribué la résistance vaccinale aux médias sociaux, à certains influenceurs. Pourtant, c'est un discours qui a une longue histoire, qui existe depuis à peu près aussi longtemps que les vaccins existent. Pour ce qui est de la présence contemporaine du mouvement anti-vaccin, ça découle pas tant de la pandémie, mais plus des années 90. En particulier, peut-être qu'on connaît autour de la table Andrew Wakefield, qui est très... reconnu, mais négativement, là, pour avoir fait la fameuse étude frauduleuse qui associait la vaccination d'enfants à des cas d'autisme. Ah oui. Donc ça, c'est en 1998.
Je recommande d'ailleurs un très bon documentaire de Arte. Moi, je suis un fan des documentaires d'Arte, même si je sais que Fred, vous n'aimez pas ça parce qu'il y a souvent du piano dans leur documentaire. De plus en plus. Mais il y a un documentaire qui s'appelle Antivax, les marchands de doute, qui parle notamment d'Andrew Wakefield. C'est un documentaire qui est très fâchant parce qu'on voit vraiment comment lui et d'autres, c'est des gens qui profitent de la vulnérabilité de certaines personnes, leurs enfants qui sont tombés malades ou qui sont carrément décédés. Et puis là, on essaie par toutes sortes de moyens de dire, c'est parce qu'il y a 3 mois, tu l'as fait vacciner. Puis finalement, on embrigade des gens dans ce mouvement-là. Mais ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, c'est qu'on voit que la renommée de Wakefield est entre autres due aux médias traditionnels. Donc, c'est un Britannique, c'est quelqu'un qui va beaucoup passer dans les médias britanniques, qui a quand même un certain charisme, qui est capable de bien communiquer ses idées. Il va même avoir un téléfilm sur lui avec Hugh Bonneville, qui est pour les fans de Downton Abbey, qui était le patriarche dans Downton Abbey. Okay. Mais il y a un téléfilm sur lui, puis qui n'est pas un téléfilm critique. Là. C'est vraiment quelqu'un qui est un peu... il est contre un certain establishment, puis bon, il y a... Un libre penseur. Exactement. Au Québec, on a plus ou moins un équivalent d'Andrew Wakefield, toujours dans les années 90. C'est Guylaine Langto, dont on a entendu parler aussi plus récemment. Elle, c'était une phlébologue qui a été ensuite... Ça, c'est sur les veines. Donc, elle avait entre des... les traitements de varices, ces trucs comme ça, mais elle était spécialisée sur les veines. Phlébologue. Et elle a été radiée éventuellement par le Collège des médecins, mais donc en 1994, elle a publié un livre qui s'appelle « La mafia médicale ». Et qui est un livre, là aussi, qui à l'époque a été recensé dans des médias et que, dans le fond, là, je vais parler d'Olivier Bernard, c'est lui qui est allé fouiller ça. Les recensions étaient plutôt neutres pour la plupart. C'était pas particulièrement critique, même s'il y a des propos dans certains chapitres qui sont carrément ésotériques. On dit, vacciner, c'est violer, des trucs comme ça. Et donc, je parlais d'Olivier Bernard, c'est qu'il a fait une série de balados à Radio-Canada qui s'appelle Dérive. Il y a plusieurs saisons, puis la dernière saison, c'est juste consacré à ce livre-là, puis à Guylaine Langto. Il y a un épisode en particulier qui parle du traitement médiatique de la mafia médicale et de Guylaine Langto. Donc, du livre sorti en 1994. C'est ça, et qui pose un peu la question de comment ça se fait que ça a pris quand même un certain temps avant qu'elle soit comme un peu... déboulonné, si je peux dire. On peut peut-être écouter un premier extrait de cette balado. Le deuxième événement important s'est produit en septembre 1994 quand le réseau TVA a diffusé une série de reportages sur la vaccination où Guylaine Langto était interviewée. Les fameuses émissions, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qui ont fait un chahut énorme. Et ces émissions-là ont été une bombe monumentale, un éveil énorme de la population. Les reportages en question, on les a déjà évoqués dans un épisode précédent. C'est dans un de ceux-là que Guylaine Langto affirmait, entre autres, que des queues de souris allaient pousser aux enfants vaccinés. Ils étaient réalisés par Sophie Thibault, qu'on connaît bien de nos jours en tant que chef d'antenne sur la chaîne TVA, mais à l'époque, elle était journaliste. J'ai pu écouter un des reportages en question et dans ce que j'ai visionné, il y avait aussi une mère qui disait que son enfant avait été paralysé après avoir reçu le vaccin contre la méningite. Et ça laissait aussi sous-entendre que les effets secondaires des vaccins étaient banalisés ou peut-être même cachés au public. La journaliste Sophie Thibault révélait aussi l'existence d'une liste confidentielle d'incidents adverses qui peuvent survenir à la suite de vaccination. Fièvre, douleur intense, choc, pleurs persistants, mais aussi arthrite, convulsions, encéphalopathie, paralysie et syndrome de Guillain-Barré. Les reportages de Sophie Thibault ont suscité un tel intérêt que des centaines d'appels et de témoignages ont aussi été reçus par Info Parents Vaccins, un service téléphonique qui a été créé à cette occasion. Alors voilà. Donc, je recommande d'écouter cette émission-là d'Olivier Bernard, qui est le pharmacien, là, s'il y a des gens qui n'avaient pas deviné encore. Il creuse un peu à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le fond pour que ça ait pu circuler, que ça a été admis finalement dans des reportages. Il amène des pistes explicatives intéressantes. Bon, c'est des figures charismatiques, donc qui passent bien, comme on dit, dans les médias. Des bons experts, des bonnes experts dans les médias, c'est des gens qui répondent rapidement au téléphone, qui sont prêts à
accepter n'importe quel sujet, même quand c'est pas leur domaine d'expertise. Des experts, des expertes crédibles vont dire, ben écoute, ça, c'est pas vraiment mon domaine, je te dirais plutôt, va voir telle ou telle personne. Mais des personnes qui sont prêtes à dire n'importe quoi, ben ils sont prêtes à le dire sur plein de sujets. Et les médias n'ont pas le temps, souvent, les émissions, d'aller voir l'autre personne. Voilà, donc il y a parce que c'est demain qu'on enregistre. C'est ça, c'est mentionné aussi. Donc, il y a les contraintes de temps, il y a toutes sortes de communiqués de presse qui circulent, donc il y a une sorte de surenchère, il faut avoir des infos sensationnalistes pour être capable d'attirer l'attention des médias. Plusieurs bonnes interventions d'Amélie Daou-Boisvert, qui était anciennement journaliste au Devoir, qui est maintenant prof de journalisme. Yannick Villedieu aussi, qui était un des rares qui avait critiqué la mafia médicale dans l'actualité à l'époque. C'est sûr qu'on reste dans une critique déontologique, c'est-à-dire c'est quoi les contraintes sur le métier, puis qu'est-ce qu'on peut faire au niveau éthique par rapport à ça. Moi, ce que j'ajouterais peut-être, c'est que les antivax de cette époque-là, ils ont su comme hacker la logique médiatique. C'est-à-dire, ils ont su profiter de ces vulnérabilités, exploiter comment ce système-là fonctionne. Par exemple, en ayant un récit de dissidents contre un establishment, de profiter d'un certain attrait pour les deux côtés de la médaille. C'est comme si un consensus scientifique est quelque chose de pas normal. On veut entendre toutes les voix, mais qu'en fait, entendre toutes les voix, c'est un peu comme un cheval de Troie qui permet de faire passer ensuite des discours frauduleux. Puis on a un deuxième extrait du balado d'Olivier Bernard, où est-ce que, en fait, c'est quelques mois plus tard, Radio-Canada fait un peu une enquête, parce que ça a tellement eu des échos forts, c'était controversé, les reportages de Sophie Thibault, parce qu'on était dans des campagnes de vaccination sur la méningite, tout ça. Bon. Et Radio-Canada a fait un reportage quelques mois plus tard sur c'est quoi le rôle des médias quand il y a des campagnes de santé publique, puis il était notamment question de ça. Dans l'émission, la journaliste Sophie Thibault, qui avait fait les reportages, commentait toute l'affaire après coup. Sophie, après tout ce qui s'est passé à la suite de la diffusion de votre reportage, est-ce que vous regrettez d'avoir fait ces reportages? Non. Malgré tout, malgré les questionnements, malgré les angoisses, les tortures de nuit, non, je regrette pas parce que je pense que on a réussi quand même, malgré toutes les protestations qui ont suivi de la part de la communauté médicale, on a réussi, je pense, malgré tout, à montrer un autre côté, l'autre côté de la médaille. Et je pense que c'était des informations qui étaient importantes de révéler. Il y a beaucoup de gens qui tiennent à certains discours qui est en dehors du discours officiel de la médecine traditionnelle. Des gens qui sont pas nécessairement d'accord avec les vaccinations de masse. Alors voilà, c'est ça, c'est contre. Est-ce que vous avez entendu ce qui jouait derrière? Du calice de piano. Du piano. Ah ben ça... Le piano endort les gens. Utilisé dans les médias. D'ailleurs, justement, avec les années, on peut dire que les médias ont creusé une certaine distance critique avec ce discours-là. Il va être mention d'ailleurs qu'un game changer, ça va être Paul Arcand qui va interviewer Guylaine Langto. Puis on sait que Paul Arcand, quand même, en termes d'intervieweur, c'est quelque chose. Et à un moment donné, il va avoir comme un flash et il va se rendre compte que Guylaine Langto n'est pas capable de lui dire c'est quoi les symptômes de la rougeole. Donc là, elle se retrouve comme décrédibilisée assez rapidement. C'est clair que dans le contexte de la pandémie aussi, il y a eu un certain ralliement médiatico-politique autour de la vaccination et on peut très bien comprendre pourquoi. Puis aujourd'hui, le discours anti-vaccin, il est davantage sur les médias sociaux. Mais encore, parfois, c'est encore proche, c'est plus proche des grands médias qu'on pourrait le penser. Si on prend, par exemple, la chaîne YouTube Contact de Stéphane Bureau, récemment, il y avait Christian Perronne, qui est un infectiologue français, mais qui lui aussi, a comme retourné sa veste contre l'establishment et les pharmaceutiques. Il nomme d'ailleurs Bill Gates. On va écouter... On peut nommer Bill Gates, cela dit, sans se décrédibiliser. Absolument, oui. Mais surtout quand on parle de Windows 95. C'est pas des vaccins. Non, mais même pour les vaccins, parce que il y a ces fondations. Oui. Il y a toutes sortes d'enjeux derrière ça. Mais c'est pas la même chose que de dire qu'un qui savait que la pandémie s'en venait, qui veut émettre des puces avec les vaccins et ces choses-là. Mais c'est clair que le rôle de Bill Gates dans la géopolitique des vaccins, c'est quand même pas banal non plus. Mais ça dépend jusqu'où on va. Mais on va voir un petit extrait. Il ne sera pas question de Bill Gates, mais on va voir que ça va assez loin avec M. Perronne. Et quand j'ai vu que tout ça a été manipulé, organisé depuis des années... Vraiment? Mais il y a les preuves.
attendez, il ne faut pas être naïf. La couverture du journal Vie économiste en janvier 2019, donc 9 mois avant la pandémie officielle, il y avait tous les symboles de la pandémie. Il y avait même le pangolin, il y avait le QR code dans la main, il y avait le... Mais ça peut être aussi un hasard, ça peut non, être... c'est pas un hasard, parce qu'il y avait les chevaliers de l'Apocalypse qui étaient masqués, il y a eu là quand même l'Event 201, l'événement 201, que Bill Gates, avec des autorités américaines du plus haut niveau, dont l'armée a fait aux États-Unis plusieurs semaines avant la pandémie. Des simulations. Oui, en disant attention, une pandémie va venir, etc. Le coronavirus, ils savaient déjà que c'était un coronavirus. On a le droit de rire, Valérie. Hein? Dans la presse, Stéphane Bureau, en entrevue, avait dit que lui, il veut interviewer les fâcheux. Parce que quand on fait taire les fâcheux, c'est pas bien. D'ailleurs, la rougeole sera en entrevue avec Stéphane Bureau dans 2 semaines. J'ai vu ça sur son... la rougeole elle-même. Ouais. Mais on est dans la même logique, en fait, parce que, oui, dans l'entrevue, il fait un petit peu de pushback. Là, on a entendu un vraiment. Il y en a comme 2 ou 3 vraiment pour l'interrogation qui a l'air de... je suis sceptique, mais dis-moi en plus. Oui, donc, je te laisse l'espace pour en dire davantage, mais avec un vraiment. Mais donc, c'est ça. Il repousse un peu, mais en fait, pas tellement. Et pendant ce temps-là, il parle. Ben c'est ça, c'est qu'au final, il lui donne une tribune énorme et je trouve juste la conclusion de cette balado-là, c'est 1h15 au total. Je dois dire que je me prête à des exercices quand même difficiles pour faire cette chronique. Je veux juste le souligner. Tu l'as dit, vous êtes payé. Oui, mais c'est ça, c'est bien gagné. Je vais pouvoir m'acheter mes poivrons sans mauvaise subvention. conscience. Je tiens à dire, sans subvention. Alors, donnez, la campagne n'est pas terminée. Mais donc, on va écouter la conclusion de Stéphane Bureau. Tout ça, ça donne une idée que malgré certaines interventions un peu critiques, je pense qu'on peut dire qu'il a été assez séduit. C'est un combat qui est mondial et tant pis si j'en ai pris plein la figure. Moi, je pense avec mes tripes, j'ai mes convictions, mon éthique. Et je peux pas laisser une petite bande de personnes comme ça faire autant de mal à nos citoyens, et aux Français, et aux gens en général dans le monde. Christian Perron, c'est un message retentissant, c'est le moins que je puis dire. Merci, c'est très émouvant de vous écouter quand vous dites que c'est plus important que votre vie. Ah oui? J'imagine que vous le pensez aussi. Oui. On ne peut pas dire ces choses à la légère. Merci d'avoir partagé ce que vous me direz ne pas être un point de vue, puisque tout ce que vous avez dit est démontré. Alors, Christian Perron, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, je tiens à le dire, la passion. Vous êtes certainement très habité. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez, likez. Si vous avez détesté, vous pouvez aussi liker parce que vous avez détesté. L'important, c'est exactement ce que nous faisons ici à Contact, c'est de faire en sorte que plusieurs opinions puissent se croiser et idéalement même de voir sur notre plateforme des gens qui jamais ne seront vus ensemble sur une autre plateforme. Je vais juste préciser, là, quand il dit tout ce que vous dites est fondé, quand on le regarde à l'image, il y a un petit sourire en coin, il est un peu sarcastique. Il n'est pas en train de dire que tout est fondé. De toute façon, il a compris que c'est clickbait, ça marche. Ben, même si vous avez détesté, likez parce que vous avez détesté. Donc, c'est vraiment, on veut que ça spin. Et pour monétiser aussi, ça ce que je trouve intéressant dans le cas de Stéphane Bureau, puis même un petit peu inquiétant, en fait, c'est qu'il joue à la fois sur le terrain des médias traditionnels puis des médias sociaux. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est à surveiller parce qu'il est un peu à cheval dans les deux milieux. Oui. Contact, là, j'ai compris que c'est à Télé-Québec. Ben, c'est ça que je trouve que j'ai vu un peu, je comprends pas exactement c'est quoi la logique, mais sur le site de Télé-Québec, il y a Contact, c'est le même logo. Oui. Il y a à peu près une douzaine d'entrevues. Mais j'ai l'impression que c'est les entrevues les plus acceptables, les plus peut-être même people. Il y a Monia Chokri, il y a Léa Clermont-Dion, il y a Éric-Emmanuel Schmitt. Mais après ça, on va sur YouTube, il y a beaucoup plus d'entrevues. Et il y en a des... Éric Zemmour, 2 fois. Ah, ça, j'avais pas remarqué. 2 fois, parce que dans l'entrevue de la presse, Stéphane Bureau disait « Moi, je veux comprendre ce qu'ils disent. » C'est pour ça que je les invite, les fâcheux. Hey, tu t'as pas compris la première fois, Éric Zemmour, là, si tu le réinvites, c'est parce que t'es d'accord. C'est pas parce que t'as pas compris. Donc, il y a Christian Perron, bien sûr. Il y a aussi Jean-François Caron, qui est un prof qu'on raconte qui est exilé au Kazakhstan parce que là-bas, le wokisme n'existe pas. Voilà. Donc, il a fui la tyrannie wokiste en allant s'installer au Kazakhstan. C'est pas... Mais il y a encore sa carte d'assurance maladie, il paraît.
Oui, ben ça peut toujours servir. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a un danger de ce qu'on appelle Tucker Carlson, là, le phénomène Tucker Carlson, c'est-à-dire d'être l'espèce de visage poli, acceptable pour des discours qui peuvent être quand même assez néfastes. C'est l'expert en politique américaine au bulletin de 22h de TVA. Allez savoir. Et qui nous dit que M. Trump est pas si pire. Il y a plusieurs couches. Je serais curieux de savoir c'est quoi l'entente avec Télé-Québec au juste, là, mais bon, ça je sais pas. Je pense que c'est d'avoir des codes d'écoute. Télé-Québec serait bien content. Je pense que c'est pas mal. Peut-être bien. Ouais. Mais bref, à la fin de l'épisode dont je parlais tantôt d'Olivier Bernard, il se demande est-ce que l'épisode de Guylaine Langto pourrait se reproduire aujourd'hui, là pas juste à Contact, mais mettons dans des grands médias et puis dans du journalisme le plus sérieux. Et je dirais qu'on a des indices que oui, mais en fait la réponse qu'il donne c'est plutôt oui. Mais même aujourd'hui quand on regarde certains reportages sur les personnes trans, moi je trouve qu'on peut voir beaucoup de similitudes. Avant de donner un exemple québécois, juste parler un petit peu le New York Times, il y a une enquête qui a été faite d'un organisme qui s'appelle Media Matters, qui est paru à la fin mars 2024, on pourrait mettre dans l'infolettre. Oui. Et qui dit que sur 12 mois d'articles sur les législations anti-trans dans différents États américains, le 2/3 des articles du New York Times ne citent aucune personne trans. Et il y en a presque 1 sur 5 qui présentent des infos erronées citées par des militants anti-trans qui sont présentées sans contexte ou sans fact-checking. Ça, c'est le New York Times. C'est supposé d'être comme le fleuron là, du journalisme presque mondial. Si on prend... Et du journalisme woke. Pour apparemment. Les anti-woke, oui, c'est ça. Apparemment. Si on prend un exemple plus local, il y a la fameuse émission d'enquête de la fin février 2024 qui a un titre tout à fait éloquent, Trans Express. C'est comme Choc. Voilà, c'est fait. C'est un clin d'œil à un album de Kraftwerk aussi. Trans Europe Express, Trans Express. Ben là... je pense qu'il y a de ça. Peut-être pas Kraftwerk directement, mais il y a cette couche-là, je pense. Ouais. OK. Mais en tout cas, disons qu'au premier niveau, c'est pas du tout ça qu'on reçoit. Dans le fond, la question de cette émission-là, c'est est-ce qu'on octroie trop rapidement des soins d'affirmation de genre aux jeunes au Québec? Et un peu même phénomène, ce que je disais pour le New York Times, la première jeune personne trans dans l'émission qui est là pour dire qu'elle ne regrette pas sa transition, apparaît à la 29e minute sur 44, donc aux 2/3. Donc avant, c'est à peu près, pour les cas vécus, là, c'est à peu près juste des personnes qui ont détransitionné ou des parents aussi. On retrouve vraiment les vulnérabilités identifiées plus tôt, c'est-à-dire on prend surtout des anecdotes plutôt qu'avoir des données plus globales, plus chiffrées. On a tout un récit autour de scientifiques dissidents qui vont contre les vérités établies. On insiste sur le besoin d'entendre toutes les voix dans un sujet qu'on dit sensible et qu'on dit polarisant. On va écouter un petit extrait de cette émission-là où justement les journalistes s'en vont à New York à la rencontre de ces scientifiques dissidents. Ce serait si simple s'il y avait un consensus scientifique sur la marche à suivre précise quand un adolescent exprime le souhait d'amorcer une transition vers l'autre sexe. Mais vous allez voir que même parmi les experts, le débat est brûlant. Do we still need the key to get in? It's been opened? It's open. Okay. L'équipe d'enquête est à New York pour assister furtivement à une conférence scientifique. Ils viennent de partout pour échanger sur leur champ d'expertise, les adolescents transgenres. Ce sont des professionnels de la santé et ils doivent rester discrets. Parce qu'en Amérique, leurs idées sont controversées. Alors voilà, il y a un petit bout là, on entend un peu ça marche, tout ça, c'est parce que c'est caméras à l'épaule, puis là, ils sont dans les escaliers, tout ça, il faut qu'ils soient là. L'image n'est pas bonne, hein? Parce que c'est des caméras cachées. Ah ouais, c'est ça, ils sont là furtivement. Pourtant, il y en a comme 2-3 à la conférence qui après ça sont interviewés, caméra ouverte, il n'y a aucun problème, je comprends pas trop. Mais donc, allons voir un peu qui sont ces experts interviewés. Là, je remercie Léry Gagné, qu'il y a encore un petit peu de bon monde sur Twitter. Ah oui. Léry, ouais. Il en laisse pas passer beaucoup. Léry Gagné, c'est un épistémologiste, je pense? Je pense que oui. Dans la formation? Oui. Sciences Po, épistémologie. Mais il me fait gagner énormément de temps parce qu'il lit tout. Les chroniqueurs que je veux pas lire. Il y en a qui mettent... Il résume. Ah oui, c'est le temps. Oui, puis il déconstruit en même temps. Vraiment. Donc, la conférence à New York, c'est des gens de la Society for Evidence-Based Gender Medicine. C'est une organisation qui n'est pas reconnue comme scientifique par la communauté médicale. Ça prenait juste une petite recherche sur Wikipédia pour voir ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas nécessairement ne pas les inviter, mais c'est quand même
assez troublant qu'on n'ait même pas nommé ça. Ouais. On les considère d'emblée comme étant scientifiques, comme étant des acteurs qui sont crédibles, alors qu'en fait, c'est des gens aussi qui font beaucoup de lobbying contre certains soins d'affirmation de genre. Dans ce segment-là, on interviewe en particulier Lisa Littman, qui est quelqu'un qui a popularisé le concept de Rapid Onset Gender Dysphoria. Donc ça, c'est la dysphorie de genre à déclenchement rapide. Donc c'est l'idée que finalement, je traduis un peu, là, je caricature un peu, mais c'est que finalement, être trans aujourd'hui, c'est un peu une mode, puis là, ça circule sur les médias sociaux, puis finalement, les jeunes, ils se questionnent, puis là, pouf, ils découvrent ça un peu du jour au lendemain. Le petit problème, qui encore une fois n'est pas mentionné dans le reportage d'enquête, c'est que l'étude qu'elle a faite, la revue qu'il avait publiée l'a retirée. C'est pas juste que l'étude, elle a été critiquée, ils l'ont retirée parce qu'elle était bâclée, parce que il y avait toutes sortes de problèmes méthodologiques. On interviewe aussi plus tard, là, on n'est plus à New York, mais on interviewe Samuel Vessière, qui a en fait, j'ai pas compris pourquoi on l'interviewe, parce que, il est en anthropologie, en psychologie. Je suis allé voir un petit peu ses publications. Il a publié sur la radicalisation, sur l'addiction au téléphone. J'ai rien vu sur les personnes trans. Okay. Il a écrit en février 2020 dans Psychology Today sur la COVID, et il dit que la COVID, en gros, c'est une panique morale. En février 2020, on était beaucoup à penser ça, mais pourquoi on l'invite? Pourquoi en quoi de dire des choses absolument pas fondées sur la COVID te rend qualifié ensuite pour parler de diversité de genre? Je suis pas sûr de comprendre. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces similitudes-là dans la capacité d'un certain discours, du discours anti-trans, de percer de façon un peu semblable au discours anti-vax dans les années 90? Premièrement, ce que je disais tantôt, la capacité de hacker les médias, exploiter l'appétit pour le débat, de montrer les deux côtés de la médaille. Ensuite, je pense qu'on peut voir des parallèles entre le discours anti-vax et le discours anti-trans. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a ce fantasme-là d'une certaine dissidence, mais il y a un certain regard sur la science qu'on considère qui est dévoyé, qui est corrompu, qui a été comme accaparé par des militants, par des intérêts politiques. Il y a aussi tous les mêmes échos de la volonté de parents inquiets qui veulent protéger leurs enfants face à une menace scientiste qui est devenue comme perverse. Il y a vraiment... qui est militante aussi. Oui. C'est une menace scientiste, mais qui est militante. Il suffit de convaincre les gens pour qu'ils entreprennent des conversions. C'est ça. De gens comme si c'était simple. Oui. Puis d'ailleurs, il y a tout un aspect du reportage que j'aborde pas, mais qu'ils disent beaucoup, comme le titre, le Trans Express, que ça se fait très rapidement, alors qu'il y a des critiques qui ont été amenées qui disent, c'est parce que la réalité, c'est que c'est plutôt le contraire. C'est très, très long. Puis si, dans les cas où c'est rapide, c'est parce qu'on a une médecine privée qui fonctionne, choc, let's go, avec l'argent. Ils s'emballent pas d'éthique. Exactement. Et donc, c'est un tout autre problème qui est soulevé par ça, et non pas, encore une fois, une science qui aurait été pervertie. Puis je pense aussi que ce qu'il faut garder à l'esprit dans ces similitudes-là, c'est que il y a une façon dans ces discours-là d'entrer, ils essaient d'entrer en résonance avec certains intérêts politiques. Si on regarde le discours de la CAQ sur les personnes trans, il y a une volonté dans certains mouvements d'imposer certains débats. Puis je pense que le journalisme, j'ai parlé quelquefois de journalisme positiviste, qui veut juste observer, qui veut juste présenter les différentes parties des différents débats. Il y a comme une certaine myopie sur comment on essaie d'amener certains débats sous prétexte de dissidence. Comme si les faits étaient neutres. Oui. C'est ce qu'on observe. Il n'y a pas d'intérêt. Non, il y a pas, les gens ne sont pas là avec certains intérêts. Fait qu'il y a encore du travail à faire au niveau vigilance. Merci, Philippe de Grosbois. Merci. Toujours passionnant, votre regard, pour décortiquer un peu. Là, je sais qu'on va recevoir des messages parce qu'on n'a pas été gentil avec Stéphane Bureau. Mais likez si jamais vous n'avez pas aimé ça. Oui. Et surtout, likez Stéphane Bureau parce qu'il adore ça. Merci, Philippe de Grosbois. Coralie Laperrière, on va se retrouver sur scène. Sur scène. Et on invite les gens à acheter des billets. De toute façon, je pense qu'on va vous entendre ici avant le 19 juin, évidemment. Puis Valérie Lefebvre-Fauché, on s'abonne. On va arrêter de dire. C'est ça. Abonnez-vous. Et merci beaucoup de nous recevoir et de parler de revue. Vous savez que vous payez pour ça. Mais je suis bien content. Bonne semaine, tout le monde.
Alors voilà ce qui conclut ce 28e épisode de la balado. Merci Coralie Laperrière, merci Valérie Lefebvre-Fauché et merci à Philippe de Grosbois. La semaine prochaine, c'est déjà enregistré. Ça devait être en fait dans l'épisode cette semaine, mais c'était tellement dense que je trouvais que ça ne rendait pas service de mettre plusieurs chroniques et une longue entrevue avec Anne Plourde qui a publié Santé Inc. chez Éco-Société. Anne Plourde qui est chercheur à l'INRS, qui s'intéresse à la privatisation du système de santé et qui a eu la gentillesse d'accepter que André Bilodeau soit aussi dans la discussion. André Bilodeau, j'ai découvert sur Twitter, vous allez voir, je vais le dire au début de l'épisode, c'est un médecin de famille qui est professeur, qui a été longtemps professeur à l'Université d'Ottawa, qui est maintenant à McGill et qui a été consultant aussi pour des juridictions au niveau de l'implantation de plusieurs mesures dans le système de santé partout dans le monde. Il est passionnant sur Twitter et il a accepté de venir. Il est venu en train et on va vous offrir une longue discussion à partir des thèses contenues dans le livre d'Anne Plourde et de l'expérience d'André Bilodeau. C'est le luxe que peut se permettre la balado de parler pendant presque 2 heures de certains éléments du système de santé actuel au Québec et ailleurs. Alors ça, c'est l'épisode de la semaine prochaine. On va finir en musique comme on le fait tout le temps. Ça n'aura pas rapport avec l'actualité parce que j'ai eu la chance cette semaine. En fait, je me fais un petit cadeau, mais j'espère que vous allez être contents. Anyway, c'est mon projet. Je mets la musique que je veux. Je vais enfin avoir la chance de voir en spectacle mon groupe préféré depuis le début des années 90, c'est le groupe Guided by Voices. J'ai déjà fait jouer une chanson ici, je pense que c'est l'année passée, et ils sont pas... En fait, la seule fois qu'ils sont venus à Montréal, je pense que c'était en 2003 ou en 2004, et j'étais pas là, je pouvais pas y aller. Et c'est la dernière fois qu'ils sont venus, et ils sont encore actifs. C'est un des groupes du rock underground américain les plus actifs. Je pense qu'ils ont 35 albums. Ils viennent d'en sortir un. C'est un mélange de mélodie style Beatles mélangé avec de la grosse guitare style Pavement, R.E.M., Replacement, Lo-Fi, très 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 mélodique, un parcours vraiment unique et ils viennent à Burlington, le plus proche de Montréal que j'ai pu trouver au mois d'août. Ils vont être à Burlington et j'ai réussi à avoir 2 billets. Donc j'irai avec mon amoureuse voir pour la première fois de ma vie Guided by Voices et je suis très 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 content et c'est là-dessus que je vais vous laisser avec une chanson tirée de leur 12e album qui s'appelle Under the Bushes, Under the Stars. Non, c'est le 9e album, voilà, mais semblait aussi que je disais des niaiseries. 9e album, sorti en 96, voilà. Et la chanson s'appelle Big Boring Wedding. C'est une des grandes chansons de Guided by Voices. J'espère que vous allez l'apprécier, mais c'est pas grave parce que moi je vais l'apprécier. Et c'est ça qui compte. Bonne semaine tout le monde.